Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Cinefiles. Comment vas-tu? Bonjour Jules Melon, ça va et toi? Fort bien, et puis alors on s'est réunis pour parler d'un tout petit film dont personne n'a jamais entendu parler, bien évidemment. Une petite sortie en catimini, bien sûr. Ouais, ou en 4K Timini peut-être. Oh, jeu de mots. Non, plus sérieusement quand même, on va évoquer ensemble le très connu, pour certains un chef-d'œuvre absolu d'ailleurs, Avatar, sorti en 2009, réalisé par James Cameron. Et si on en parle, c'est pour deux raisons. C'est qu'il est ressorti au cinéma, certes il n'y a pas longtemps, oui, mais parce qu'il va bientôt y avoir Avatar 2, La Voie de l'eau, The Way of Water. Et donc on voulait se replonger dans ce film sorti il y a 13 ans, et dans lequel nous retrouvons au casting des acteurs, actrices connus quand même, hein. Évidemment Sam Worthington dans le rôle principal, lui qui a été critiqué pour son jeu, pour ce film, on y reviendra peut-être. Sigourney Weaver, que James Cameron avait fait tourner dans Aliens. Stephen Lang, qui joue le méchant colonel Quaritch, très méchant d'ailleurs. Michelle Rodriguez en mode badass, femme forte à la Cameron. Giovanni Ribisi, un autre méchant, plus administratif on va dire. Et du côté des navis, performance capture, hein, tout ça, nous avons Zoé Saldana, forcément, CCH Pounder, qui est une actrice qu'on voit beaucoup dans les seconds rôles depuis quelques années, et Wes Studi, qui mine de rien est un acteur d'origine cherokee qu'on a vu dans Danse avec les loups, ou Le Dernier des Mohicans. Voilà. Et l'histoire, bon allez, on va faire un rapide synopsis au cas où vous êtes resté dans votre caverne pendant 13 ans, mais peut-être que des gens vont découvrir Avatar avec cette vidéo, ça arrive, notamment les plus jeunes qui nous écoutent. Une histoire qui se déroule dans un futur assez lointain, 2154, et on va suivre un héros ancien marine, Jake Sully, qui est devenu paraplégique, et qui va se voir offrir une nouvelle chance d'être utile à la société, on va dire ça comme ça, hein, en remplaçant son frère décédé, frère jumeau, dans un projet, le projet Avatar, sur une planète loin du système solaire, enfin sur le satellite d'une planète, voilà, plus précisément, une planète gazeuse, et donc sur cet endroit qui s'appelle Pandora, où donc il va devoir intégrer les corps en dormant, enfin une fusion, comme ça, un transfert de conscience dans un corps, donc intégrer les corps d'extraterrestres, les navis, les locaux, afin de pouvoir interagir avec eux, enfin faire plein de petits trucs, surtout comprendre, alors d'une part comprendre comment ça se passe sur place, mais aussi surtout afin de récupérer un minerai très précieux que les terriens veulent à tout prix exploiter. Ça rappelle des choses, l'impérialisme, ici mondial sur une autre planète. Et forcément Jake, en découvrant ce nouveau corps qui peut remarcher, etc., il va revivre dans tous les sens du terme et se fondre dans la tribu Navi de façon indirecte, c'était pas prévu. Il se perd dans la forêt et puis il va être sauvé par notre chère héroïne Neytiri, il faut bien prononcer. Et il va se passer des choses, intégration et plus si affinité, amour, évidemment, vous l'avez compris. Et d'abord, première chose, mon cher Valérian, quel est ton ressenti envers ce film? Fais-tu partie de ceux qui disent que c'est un chef-d'œuvre absolu, qui ont du mal, ou es-tu un peu entre les deux? Au départ, j'étais contre le film, j'étais même contre le film avant même de l'avoir vu. Aïe. Donc tu sens déjà, tu vois, le gars en 2009 qui n'était pas encore aussi aguerri que maintenant. Et plus je l'ai vu, plus je l'ai aimé en retour. Je l'ai revu bien sûr là en 3D pour la première fois, je ne l'avais pas vu à l'époque en 3D. Et moi je trouve que c'est un film si Titanic a fermé une décennie et un siècle de cinéma, je trouve qu'Avatar ouvre une nouvelle dynamique pour le cinéma, tout en étant aussi un cinéma de la réactivation, c'est-à-dire qu'on réactive des choses du passé, et aussi un cinéma ouvert vers l'avenir, vers le virtuel total, vers la migration de l'esprit dans d'autres corps, vers aussi de nouvelles contrées. Il y a vraiment quelque chose qui... c'est un cinéma tourné vers l'avenir, le cinéma d'Avatar. Parce que là, on va bientôt parler carrément d'un cinéma à part pour Avatar, qui a de lourdes technologies modernes, qui échappe un petit peu à une tradition de cinéma. Il y a beaucoup de choses qui entourent et qui sont dans Avatar, qui font couler beaucoup d'encre depuis, et qui font tapoter beaucoup de petits claviers depuis la sortie en 2009. C'est vrai. Tu sais que j'ai un ressenti qui est plus ou moins proche du tien. C'est pas que quand il est sorti, en fait,
ce film. C'était une période où je m'intéressais un peu moins au cinéma aussi, comme ça, etc. Je l'avais pas vu en salle d'ailleurs, grosse erreur de ma part, hein, forcément. Mais après je l'ai vu, j'ai trouvé ça bien, mais tu vois, j'ai pas été absolument chaviré. Après je l'ai revu avec un ami qui adore. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui fonctionne quand tu vois ça avec quelqu'un qui est là, etc. Là j'ai revu une 4e fois, je crois, ce qui est peu, hein. C'est assez peu, ma foi. Et c'est vrai que, bon, c'est pas, je sais pas si c'est parce qu'on devient aguerri, il y a des choses qui nous paraissent plus évidentes. C'est en soi un grand film qui sera pas dans mes films de chevet, je pense, ça ne sera jamais le cas. Mais tu vois l'importance et surtout, j'ai réussi là à comprendre tout l'engouement derrière. Jusqu'ici, je trouvais que c'était vraiment un très bon film, pas de soucis et tout, mais je n'étais pas là en mode « Ah, c'est surestimé », pas du tout. Hein. Chacun a son avis et je comprends la trace qu'il a laissée dans le cinéma. Mais là, j'ai vraiment vu quelque chose. Quand tu parles de réactivation, c'est ça. On a une histoire simple, basique, très terre-à-terre et aussi ancrée dans notre humanité, dans notre évolution du monde. C'est ça qui est important. Message universel, humain. Mais ça fait du bien aussi, ce genre de film qui fonctionne, qui fait appel à cela tout en nous faisant découvrir un nouveau monde potentiel, à nous faire explorer des futurs. Et je trouve qu'il y a la touche Cameron surtout, c'est que c'est un monsieur qui dans sa carrière a toujours plus ou moins eu des histoires simples. Parler de Titanic, c'est quand même basique, mais il fallait encore avoir l'idée. Une histoire d'amour sur fond de lutte des classes aussi, sur un bateau qui a vraiment coulé. Quand même, hein. Mais à part Terminator 1 et 2, il n'y a jamais eu d'extraordinaire construction complexe et d'originalité ultime. Abyss quand même un peu, hein. Il y a quelque chose dans Abyss, d'ailleurs il y a déjà le message écologique, hein. Dans Abyss, il y a des résonances. Et Avatar en fait, c'est le film blockbuster dont les gens ont eu besoin en 2009 et dont le cinéma a eu besoin, je pense, habillé de cette innovation technologique de l'époque, enfin... Il a popularisé cette innovation technologique, on va dire, parce que Robert Zemeckis s'y était attelé avant, lui il l'a perfectionné. Il faut savoir que c'est un film Avatar qu'il avait en tête depuis des années, James Cameron. C'est son bébé, c'est pour ça que maintenant il va nous en faire des suites et peut-être même finir sa carrière dessus, qui sait. Et en fait, le film fonctionne bien, même avec une certaine naïveté. C'est un film empli d'un peu de naïveté quand même. Mais vu les messages qui sont transmis, moi, je l'accepte. Et surtout, l'évolution du personnage principal, qui a clairement une renaissance. C'est quelqu'un qui va naître autrement. C'est un humain qui va comprendre et s'ouvrir, on va dire, à un autre horizon. C'est un peu ça aussi. Et tous les personnages autour peuvent paraître, on va dire, stéréotypés. Je ne sais pas ce que tu penses, par exemple, du méchant Quaritch. Mais je crois qu'il est nécessaire, ce personnage. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ce côté très manichéen du méchant pur, qui est vraiment méchant pour être méchant, qui représente l'impérialisme, je pense que ce film en a besoin, même si évidemment on aurait pu l'habiller autrement sur sa personnalité. Il y a ça avait été relevé dans plusieurs papiers depuis le temps, et notamment chez Rafik Djoumi, l'idée que Jake a un choix à faire entre une société maternelle, ou en tout cas régie par les croyances mystiques, gérée par une matriarche, une chamane, oui. Et une société pragmatique et militaire gérée par une figure paternelle, qui est le colonel. Et la différence entre les deux est appuyée par aussi le fait que la technologie est aussi mise en avant du côté du père, tandis que les Na'vi sont beaucoup plus du côté de la nature, ou en tout cas de la connexion directe avec leur environnement. Là où les humains ont besoin de la technologie et de la machine, de l'informatique, pour voir l'environnement. Ils ne sont même plus en contact avec le véritable sol, puisqu'ils ont placé des blocs de béton sur Hell's Gate. Que l'entrepreneur là, il fait du golf sur un faux gazon, tu vois. Tout est artificiel chez eux. Ils ont besoin de se connecter sur des avatars pour être en contact avec la Terre, parce que sinon ils sont obligés d'être lourdement armés, de porter des masques. Donc il y a une vraie, en fait, la technologie dans Avatar est utilisée comme moyen de destruction, mais aussi comme moyen de sauver. Elle est salvatrice et destructrice. C'est marrant parce que c'est dans le choix entre mère et père que Jake va se révéler auprès du spectateur. C'est marrant parce qu'on est entre transhumanisme et réalité virtuelle, hein, presque. Complètement. Hein. C'est l'ouverture justement vers cet avenir qui est déjà là
plus ou moins, parce que le transhumanisme, bon, forcément on y pense, mais la réalité virtuelle, les casques à la réalité virtuelle, qui n'étaient pas vraiment existants, ou alors des embryons en 2009, là maintenant ça commence à se populariser, on parle de metaverse, etc. Alors, on n'en est pas encore à transcender sa conscience vraiment et à ressentir les douleurs et tout dans un avatar, d'où le titre, hein, Avatar, de toute façon on est là, hein. Mais c'est vrai que c'est peut-être un film qui a encore une visée plus à venir qu'on pourrait imaginer. D'où l'intérêt de voir des suites, et évidemment pour exploiter, sans faire de mauvais jeu de mots, encore plus ce monde de Pandora, y compris l'aspect aquatique, parce que dans le 2, c'est ce qu'on attend, hein, une sorte de relecture indirecte de Abyss avec plus de technologie, en espérant qu'Abyss un jour sorte en restauré 4K et tout. Mais pour en revenir à ce que tu disais, oui, société plutôt patriarcale du genre humain, ici impérialiste, hein, avec clairement en sous-jacence une critique de l'interventionnisme américain dans certains pays pour récupérer certaines du pétrole et tout. Ici c'est un minerai, mais l'idée elle est là, clairement. Et le côté matriarcat des navis, avec cette chamane, et bon, il y a un chef, certes, mais... Ouais, mais le chef a quand même son mot à dire sur les décisions au final, tu vois, donc je veux dire, quand on parle de cette théorie-là, elle n'est pas totalement fiable, je trouve, puisque le chef, s'il a envie de dire non, il le dira, quoi. Enfin, tu sens que quand ils doivent prendre des décisions qui sont des décisions graves de partir en guerre, c'est pas la chamane qui prend la décision, hein. C'est vrai. D'envoyer tout le monde contre le mur, hein. C'est le chef, tu vois. Donc la chamane, elle est là presque pour confirmer ce que dit le chef. Tu dis oui, non, peut-être qu'on pourrait faire autrement, mais c'est pas aussi évident que ça. Mais par contre, elle a un énorme pouvoir puisque les navis sont là pour créer du lien avec la nature, c'est elle qui est un peu le vecteur de cette idée, de cette croyance. On parle aussi du coup de croyance, pas littéralement de religion, mais de croyances mystiques. C'est la connexion avec la déesse, pour le coup, qui est au-dessus. Donc là, on a le côté matriarcal. La connexion avec la planète. Et la planète, Et donc c'est Eva, hein, celle qui est représentée, si on veut, par l'arbre extraordinaire. Hein. Là où d'ailleurs Jake Sully se renaît vraiment. Il y a cette idée-là, au milieu du film. Il renaît plein de fois. Hein. Si tu as vu la version longue, il y a tout le début où tu as le frère qui flambe, mais dans le même plan, tu as les yeux qui se réouvrent et c'est lui. C'est vrai. La version longue apporte des choses intéressantes là-dessus. Vraiment, mais pile au milieu du film, tu as donc cette histoire d'union entre Jake et Neytiri, et c'est là où le film bascule. Il y a ce basculement qui est clair et net. Bon, après, évidemment, on ne peut pas occulter le fait que c'est un film d'action aussi, science-fiction, mais il se passe des choses avec des combats, la lutte forcément, les navis qui essayent de sauver leur terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi cette idée de non-interventionnisme de la déesse. Mais quand l'équilibre est menacé par les humains, elle va aider. Ça aussi, j'ai bien aimé parce que... En gros, Jake ne sert à rien. En fait... Elle serait intervenue automatiquement, même si Jake n'avait pas attaqué. C'est vrai, mais comme il fait le pont, en fait, Jake représente l'espoir de peut-être que... Alors, au début, mais en fait, comme il va devenir un navi qui va perdre son humanité, hein, en fait. Mais au début, on a l'impression que c'est le lien et l'espoir potentiel d'une possible réconciliation, parce qu'il y a quand même eu un problème avant qui fait que les navis et les humains ne s'entendent plus. Hein. Il y a une tentative de prise de contact qui a mal tourné, mais potentielle réconciliation à travers aussi le personnage de Grace, qui est la pauvre, hein, donc jouée par Sigourney Weaver, qui est quand même frustration de son rôle d'elle-même, hein, parce qu'elle voit cela en mode que de regrets, je travaille pour des gens qui n'en ont rien à faire. Elle aussi, elle a l'impression de servir à rien dans le film. Mais pourtant, elle fait le pont, elle aussi. Moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup touché, parce que quand on la voit avoir ses relations avec les jeunes navis, par exemple, on voit qu'il y a quand même de la bonté dans l'être humain aussi, et que tu as un sentiment d'échec sur ce personnage, sauf sur sa finalité où elle obtient, sans en dire plus, pour pas spoiler, on va pas forcément faire une zone spoiler non plus, mais elle obtient quand même ce qu'elle veut indirectement à la fin. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est un personnage qui est plein de frustration, mais qui montre que le film n'est pas si manichéen que cela non plus. Pareil avec le personnage de Michelle Rodriguez, même s'il est très tertiaire, à un moment, elle va se rebeller contre les ordres. Voilà, il y a quand même de cela. Quand on dit que le film est très manichéen, avec d'un côté les gentils navis, de l'autre côté les méchants humains, c'est pas tout à fait exact. Ce sont des positions politiques. Le film est beaucoup plus manichéen dans sa version cinéma que dans sa version longue, parce que quand tu vois à quoi ressemble la Terre dans la version longue, tu te dis mais voilà pourquoi ils ont besoin d'énergie.
pour alimenter tout ce qui se passe sur Terre qui a l'air de consommer une énergie complètement délirante. Ouais. Et pour que cette population puisse continuer à vivre, il faut à un moment trouver cette énergie quelque part. Ouais. Et les humains mettront les moyens qu'il faut pour accéder à ces minerais, à ces ressources. Donc c'est là où tu te dis, si tu prends un peu de recul sur ce qui se passe dans le film, tu te dis, mais voilà pourquoi en fait ils y vont vraiment avec l'armée, parce qu'ils sont désespérés. C'est une humanité à l'agonie. Bah, c'est d'ailleurs... Ils sont obligés de sortir les armes. Mais ça, tu vois, on ne nous le dit pas comme ça. Mais quand tu vois la première scène, la population, la masse qu'il y a, tous les écrans partout, tu dis, ah ouais, mais là, ça sature, en fait, la Terre sature. Et donc, elle a besoin d'énergie pour canaliser tout ça. Parce que sinon, tout va disparaître. C'est clairement... C'est vraiment c'est un acte de désespoir de la part de l'humanité d'aller sur ce terrain. Et c'est tellement d'actualité, évidemment. Bon, c'est pas besoin de dire que c'est visionnaire déjà en 2009, hein, il y a des trucs. Mais quand on voit ce qui se passe de nos jours, je pense qu'on n'arrivera pas en 2154 pour en arriver là. Mais on pourra pas aller sur d'autres planètes probablement pour nous sauver. Enfin, j'ai envie de dire presque, c'est méchant ce que je vais dire, oh là là, petit moment de cynisme, non mais j'espère pas qu'on pourra aller sur d'autres planètes. C'est pour faire le même problème ailleurs, au final. Oui. C'est quand on y pense, voilà. Mais après, même chez les navis, quand on creuse un petit peu, t'as aussi les gens qui, par exemple, celui qui est appelé à devenir le chef. Tsute, là, c'est un énervé, lui. Ah ouais, oui, il se fait piquer sa copine, Tsute. Ah bah oui. Mais même chez les navis, voilà, il y a ce réflexe basique de jalousie, un petit peu. Mais bon, au-delà de tout ça, après, ce que tu retiens, c'est, en plus de ces thématiques très intéressantes, nouvelle vie, message écologique, etc., tu prends un pied visuel de voyage. Parce que le travail donc, du bestiaire de Pandora, par exemple, ou de la faune et de la flore, parce qu'il y a aussi les plantes, c'est assez prodigieux. Avec des... J'avais pas remarqué sur les autres visionnages, honte à moi, mais t'as quand même les bruits des dinosaures du Jurassic Park. Ouais, sur les chevaux qui font les bruits des raptors et le T-Rex, absolument. Sur le moment, je dis, ah bon? Mais non, mais pourquoi j'avais jamais remarqué ça? C'est bizarre, c'est tellement ancré dans le subconscient que des fois... Ouais. Et puis bien sûr, ces histoires de connexion avec les Banshees, alors je sais plus comment ça s'appelle en langage Navi, mais les Ikran je crois, j'ai un doute. Je crois. La connexion par la tresse, là aussi c'est une histoire de connexion, une connexion dans la connexion, et puis le fameux, la mort, l'ombre... La Toruk. Toruk Makto. Quand tu arrives à le dompter, tu es Toruk Makto. Et ça, c'est dès le premier visionnage, j'ai adoré. Ces histoires de connexion, et puis la plus grande créature volante au-dessus, etc., que si tu arrives à dompter, tu deviens l'élu. C'est un peu ça aussi, quand on veut. Il y a presque un côté Matrix. Matrix écolo. C'est un parcours de héros qui revient avec l'élixir, tu vois. L'élixir, c'est quoi? C'est la croyance de savoir ce qu'il doit faire, et... l'élément qui va faire que tout le monde va l'écouter. On n'est pas loin du monomythe de Campbell. Chevaucher la dernière ombre. Il y a une forme de monomythe de Campbell aussi, de toute façon. Oui, complètement. En plein dedans. Mais ça a le mérite d'être super beau, donc forcément, l'aspect technique ici nous saute à la gueule. Et voilà, on voit les dangers et la beauté à la fois. Moi, c'est ce qui me fascine pour le monde de Pandora, c'est que c'est à la fois beau, mais t'aimerais pas y être. Quand même. Il y a des trucs, déjà, on peut se demander comment Jake Sully arrive à survivre aussi longtemps de nuit. Et déjà que sur notre propre planète, on a dû porter un masque pendant un peu de temps, j'ai pas envie d'en reprendre un encore plus compliqué à utiliser sur notre planète. Quoi. Mais même quand il est en avatar, quand il est seul là, dans la jungle, abandonné, là, il a de la chance de trouver Neytiri, c'est le signe du destin d'ailleurs. Ouais. Et en même temps, tu vois, le peu de technologie qu'il a ne lui sert à rien. Ah oui. Il est obligé de se défaire du feu, qui est la première technologie de l'homme. C'est vrai. Pour tout d'un coup, la jungle se révèle à lui et en fait se révèle avoir des trésors. Et finalement être... Parce qu'il est clair que s'il avait le feu, jamais les méduses se seraient posées sur lui. Les esprits d'Awa, là, qui se déplacent comme ça, et il gifle l'esprit de la forêt pendant un bref instant. Mais jamais, sans la technologie créée par l'homme, qui est le feu, il aurait eu la révélation, et Neytiri aurait eu la révélation de l'esprit d'Ewa. C'est ça, c'est cette idée d'incarnation d'esprit, comme ça fait un peu Miyazaki. Tu abandonnes la technologie et ton humanité pour te permettre la connexion avec ton environnement, avec Pandora. C'est ça, tu as une tonalité à Hayao Miyazaki par moment aussi, tu te baignes là-dedans. On sait que Cameron, il aime bien la culture
japonaise au sens large, puisqu'il a, bon, Alita Battle Angel, hein, c'est lui qui aurait dû le réaliser d'ailleurs, à la base. C'était un film qu'il voulait faire en attendant que Avatar puisse avoir les moyens technologiques nécessaires et tout, mais finalement, bon, bah, il a préféré se consacrer plus longtemps à la gestation d'Avatar. Bon, après, il l'a scénarisé, hein, Alita Battle Angel. Il l'a donné à son pote, Michel. Pas Michel, Robert Rodriguez. Robert, oui. Mais parce qu'il l'avait aidé pour la 3D. Oui. Avec Spy Kids 3D, qui a été supervisé par l'entreprise de Cameron. Donc ça lui a permis un énorme laboratoire technique pour tester tous les trucs 3D sur Spy Kids 3D. Vous savez, il voit ce qui marche pas. Et après, il pouvait se frotter les mains parce qu'il dit, ok, maintenant j'ai tout réglé les problèmes sur ce qui n'allait pas dans Spy Kids 3D pour mon avatar. Et du coup, la 3D de mon avatar sera superbe. Je viens de penser qu'il y avait, les aventures de Shark Boy aussi. Bon, ça, on va oublier. C'est un film qui existe, hein, de Robert Rodriguez. Mais non, mais pour en revenir à Avatar, c'est ça, c'est la profondeur et la force d'une histoire simple. C'est un peu le paradoxe, quelque part, avec ce film. C'est que tu arrives, oui, c'est des histoires qui ont déjà été racontées. Je peux comprendre que les gens trouvent ça vide, pas très intéressant et tout, en soi, hein, ok. Mais il y a quelque chose qui se magnifie tout seul, en fait. Avec aussi le génie derrière, hein, du cinéaste. Il n'y a pas d'esbrouf ultime dans la mise en scène en soi. Mais la gestion des grands espaces et de la technique, ne serait-ce que sur les passages volants, entre autres, hein, ça marche super bien, quoi. Puis jusqu'à ce final, bon, très frontal, etc., avec l'homme-machine, hein, avec Quaritch dans son robot, là. Un homme-machine contre un autre homme-machine, parce que on a un homme-machine qui est un homme dans une machine, et on a finalement quelqu'un d'autre qui est aussi un comédien dans un accoutrement particulier qui est capté par des caméras de tous les côtés, qui crée un environnement numérique, donc lié à de l'informatique, à du binaire, donc à des machines qui l'affrontent. Dans les deux cas, on a des êtres technologiques. Et pas facile pour ces actrices-acteurs à l'époque de jouer là, parce que c'était pas une habitude spéciale, hein, etc. Ouais. Mais il y en a qui ont refusé ça, ce genre de choses. Forcément. Et d'ailleurs, Sam Worthington qui a été choisi, à l'époque pas si connu que ça, et c'est pas un acteur qui a le charisme ultime et tout, mais je pense que c'est un choix volontaire aussi de Cameron. Il voulait pas une superstar pour jouer ce personnage qui justement était un peu là par hasard. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. C'est le gars lambda, certes, voilà, qui va évoluer, et peut-être qu'il espérait, pendant le tournage, que l'acteur évolue avec, et je pense que ça sera intéressant de le voir évoluer dans la suite et dans les suites d'après, parce que je pense qu'il va y avoir plus de caractérisation d'un Jake Sully qui forcément maintenant va prendre les choses en main sur les prochains métrages, qui n'est plus humain sur le papier. Enfin, techniquement, moi j'ai pris ça comme ça, hein. Il abandonne son humanité pour devenir quelqu'un de, entre guillemets, meilleur, qui ressent plus les choses, de plus connecté à ce qui l'entoure. Donc, et puis là, on va aussi avoir une dynamique qui est une première pour Cameron, c'est qu'on va avoir des enfants. Et ça, c'est bien. Et il ne s'agit pas là d'enfants rebelles qui se croient des adultes et tout ça, comme John Connor dans Terminator 2. Là, on parle d'une relation de famille très très pure, et des enfants qui vont découvrir aussi le monde autour d'eux. Donc ça va être vraiment une dynamique sur, voilà, on pouvait dire c'est une grosse romance et tout ça dans le premier. Là, on va avoir vraiment un rapport d'amour de famille, et comme ils disent, je crois dans la bande-annonce, dans le petit teaser qu'on a jusqu'à maintenant, c'est notre famille, c'est notre forteresse, ou un truc comme ça. On va vraiment resserrer les liens sur les connexions entre les individus qui forment cette famille de Na'vi. Ça va être vraiment une autre façon de concevoir le récit. Ça va être très intéressant à voir cette fresque familiale se déployer au fur et à mesure de ces films. Mais c'est ça, le premier Avatar, je pense que et dans quelques années, il faudra aussi le revoir inscrit en tant que incipit de toute une saga. Je pense que ça sera intéressant aussi. Parce que là, c'est vrai que pendant 12 ans, 13 ans, on a eu que ça, donc les gens ont eu le temps de dire ouais c'est bien, c'est surestimé, oui mais non, les trucs. Mais maintenant qu'on va avoir les suites, enfin déjà une première suite, je pense que ça va s'inscrire quelque part. Même si un film, on est d'accord, hein, doit se suffire à lui-même pour être apprécié, mais je pense que c'est potentiellement le cas ici. Même si tu peux être frustré, genre le final, tu aurais aimé en voir plus, mais ne vous inquiétez pas, on va en voir plus. Et c'est les promesses de nouvelles créatures aquatiques. Moi, j'ai hâte de voir ça. Moi, je veux du bestiaire à Lovecraft. J'exagère à peine, mais
si on va explorer un peu les fonds marins, je pense qu'on va avoir du bon gros mastodonte encore plus puissant là-dessus. Après, le film a quand même eu des filiations. Je veux dire, les gens ont été accompagnés pendant des années par des créatures qui n'auraient jamais été possibles sans Avatar. Tu sais, oui, bien sûr. Les nouvelles Tortues Ninja, que moi j'aime beaucoup pour le défi technologique de nous faire croire à ces tortues, et finalement des tortues qui sont beaucoup plus agiles ou dynamiques, et avec lesquelles on se permet beaucoup plus de choses que lors des films des années 90. Chappie, qui est très très réussi aussi comme performance capture, et La planète des singes, qui est beaucoup plus proche d'Avatar qu'on ne le pense vis-à-vis du rapport à la nature, vis-à-vis du conflit avec les hommes. On est vraiment, je trouve, dans une continuité. Donc on n'a pas vraiment été mis sur le bas-côté après la sortie d'Avatar. Le progrès technologique a amené aussi des nouvelles narrations et qui sont finalement beaucoup plus proches d'Avatar qu'on ne le pense, qui a régulièrement été rappelé jusqu'à Alita même récemment sur la question de comment on représente l'humain quand on le redessine en performance capture avec des grands yeux et tout ça. Je trouve qu'Avatar a posé en fait après une nouvelle dynamique de récit, de type de personnage. Jamais avant on l'avait créé de cette façon. C'était toujours des trucs un peu branlants, bricolage à mort et tout ça. Là, ça nous permet d'avoir des nouveaux types de récits pour le coup. C'est ça, et puis on peut conclure là-dessus, c'est l'aspect à la fois visée d'avenir et retour aux sources de comment raconter des histoires simples. C'est ça Avatar, on reprend des recettes qui existent, donc vous avez l'impression d'avoir déjà vu, c'est pas faux en soi. Bon, il est là qu'on citait Danse avec les loups, Pocahontas, c'est pas spécialement très prégnant à mes yeux, mais pourquoi pas, à la rigueur, sur la visée message écolo aussi humaniste, oui, si on veut, voilà. Mais qui est pas récent aussi. De toute façon, ça remonte. Il date de 82 ou 84, je sais plus. Ouais. Et on avait déjà un fort message, même Le Soleil Vert, qui est encore plus ancien. Oui. Il y avait un fort message. Tu vois, pour moi, Avatar, c'est un esprit du passé qui investit un corps de l'avenir. C'est le propos. On est sur une dynamique comme ça, je suis d'accord. Ou le cycle de Mars de Burroughs, on en parlait en off aussi. Mais en tout cas, on est d'accord là-dessus, c'est un film qui marque l'histoire du cinéma, ça c'est certain. Ouais. Et on a aussi hâte de voir les suites, ça c'est sûr. Et je ne sais pas quel serait ton mot de la fin du coup. Il nous reste encore une petite minute, donc profitons-en. Écoute, le mot de la fin, ce serait de profiter qu'il ressorte en 3D, s'il y a encore des séances, profiter de cette expérience 3D, même si elle n'apporte pas forcément au récit qui se regarde très très bien en 2D, ça vous permet de voir un petit peu tous les effets et de ressentir un film qui a été fait pour de la 3D. Dans sa réalisation même, souvent par rapport aux post-conversions et tout ça. Profitez de cette séance. Et surtout, générationnellement, si vous avez des enfants, c'est des films qui sont tout à fait abordables pour eux. Les montagnes flottantes et tout, il y a plein de choses qui vont être bien pour les yeux avec cette version. En tout cas, je suis tout à fait... Je suis totalement d'accord, tout simplement. Voilà. Et puis, vivement, du coup, le prochain, qu'on aime ou pas à fond Avatar, ça va être une expérience cinéma, de toute façon. Et c'est ça le plus important. Il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, et en vous disant d'aller balancer en commentaire tout votre amour, même votre haine, vous avez le droit, envers Avatar, et si vous attendez le prochain avec impatience, le mot de la fin, à la prochaine, ciao. Salut.